Bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Bâtiment Optimisé, l'émission Radio Imo qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Alors, une émission un petit peu spéciale puisque nous sommes en direct du CIMI, voilà, le grand salon de fin d'année de l'immobilier, ici au Palais des Congrès à Paris, Porte-Maillot. Notre sujet du jour, démolition ou rénovation, comment optimiser la gestion des polluants du bâtiment, c'est tout de suite sur Radio Imo. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Et notre invité pour justement parler de ce sujet, c'est Maëlik Frémont. Bonjour Maëlik. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur métier amiante pour Axéo, vous êtes donc notre expert du jour. Plus de 75% des bâtiments en France sont concernés par une pollution. Dans un contexte de raréfaction du foncier, comment on optimise la gestion des polluants du bâtiment? Quelles actions entreprendre? Qu'est-ce que le diagnostic PEMD? Quand est-il obligatoire et est-il suffisant? Toutes ces questions, nous allons les voir avec vous, Maëlik. Effectivement, je disais, 75% des bâtiments sont concernés par une pollution. Les 3/4, ça paraît énorme. Les 3/4, oui, c'est énorme, mais c'est surtout principalement les bâtiments qui sont concernés par les rénovations actuelles, les plus anciens. Oui. Et on sait il y a 20 ans, 30 ans, on mettait pas mal de matériaux qui sont aujourd'hui considérés comme polluants, comme l'amiante, le plomb, ou des matériaux qui sont très chargés en silice, qui présentent des risques pour les travailleurs du bâtiment. Donc oui, ça présente principalement un risque pour les entreprises de travaux du bâtiment, mais aussi pour les usagers du bâtiment et l'environnement. Dans un contexte de raréfaction du foncier, c'est vrai qu'on voit certaines tours, il y en a dans Paris qui sont complètement désossées. Alors on ne les détruit pas, puisqu'il y a quand même une valeur d'usage, etc. Mais on les gratte. Comment ça se passe cette rénovation à grande échelle, parce que ça s'étale sur plusieurs années. Ouais, aujourd'hui, on voit qu'on réutilise à la fois le foncier et la structure, parce que par chance, la structure de base d'un bâtiment, les bétons sont eux rarement pollués. C'est tous les matériaux de second œuvre qu'on a pu reposer dessus qui présentent plutôt la charge polluante. Donc effectivement, en faisant un curage très très poussé, on arrive à garder la coque, l'enveloppe, les 4 murs. Et on reconstruit à l'intérieur pour ne pas avoir à démolir totalement le bâtiment. Et puis ça concerne souvent des bâtiments qui peuvent être classés aussi, qui permettent de garder l'aspect esthétique et architectural d'origine. Comment justement on détecte ces polluants? J'imagine qu'il y en a des plus dangereux que d'autres. Vous avez évoqué l'amiante, on en a déjà parlé sur cette antenne. Là c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire, faut tout enlever. Alors de préférence, il faut enlever pour une gestion durable. Il vaut mieux profiter de gros travaux de réhabilitation ou de curage complet pour désamianter le bâtiment et repartir sur une coque dépolluée. Mais on a des problématiques d'amiante, on a des problèmes de plomb, et sur la région parisienne beaucoup, et c'est dans les médias plutôt une sensibilité récente avec l'incendie de Notre-Dame de Paris qui a réveillé la sensibilité aux polluants du plomb. Donc globalement, sur la plupart des bâtiments en rénovation, on fait un diagnostic amiante avant travaux, on fait un diagnostic plomb avant travaux, puisque on a continué à mettre des matériaux chargés en plomb jusqu'à 1994. Donc c'est à peu près associé à la date de fin de vie de l'amiante dans les bâtiments. Donc c'est 97 pour l'amiante, 94 pour le plomb. Donc en général, on fait les mêmes diagnostics sur ce type de bâtiment. Donc jusqu'à un petit peu moins de 30 ans, c'est ça? Ça. On en a encore. Et donc en termes de travaux, comment ça se passe? Déjà, comment on identifie? Il faut faire un diagnostic? C'est ça, on fait des repérages des matériaux qui peuvent contenir de l'amiante. On fait un certain nombre de sondages, de prélèvements. On cartographie tous les risques, on fait faire des analyses en laboratoire qui sont sous agrément COFRAC pour avoir des visions très objectives avec des microscopes électroniques. Et à partir de là, on arrive à déterminer la nature des matériaux qui sont amiantés, leurs étendues sur les surfaces verticales, horizontales et les différentes couches des matériaux pour déterminer s'il faut dépolluer ou éventuellement travailler sur les matériaux amiantés s'il n'y a pas de risque particulier. Alors on n'a pas une obligation de retrait du matériau amianté, faut quand même... On peut le couvrir. Mais on peut le recouvrir, le protéger. Oui. Maintenant, il faut tracer l'information comme quoi il y a encore des matériaux amiantés sous les différentes couches. Après, c'est une question de philosophie, de gestion de son bâtiment, de savoir est-ce qu'on garde, pour combien de temps, sachant que de toute façon, elle ne va pas disparaître. Le risque ne va pas disparaître et que tôt ou tard, il faudra se poser la question. Et qui conserve justement cet état des polluants dans le bâtiment? C'est au niveau de la copropriété? Alors, oui, c'est la maîtrise d'ouvrage, le propriétaire qui garde ça. Le document pour compiler toute l'information, c'est le dossier technique amiante qui doit garder tout l'historique de la vie de l'amiante dans un bâtiment. Mais c'est assez difficile d'un point de vue documentaire. On se doute bien que
l'histoire et les différents travaux successifs n'ont pas forcément été bien tracés. Donc on a un manque parfois d'informations, ce qui nécessite de refaire des diags alors qu'il y en a déjà eu sur le même bâtiment. C'est un peu dommage. C'est pour ça que partir sur une option de retrait, au moins on sait ce qu'on a fait, on sait qu'il n'y en a plus, et puis on peut partir sur du long terme. Maëlys Frémont, on sait qu'on est en pleine opération rénovation, on est à la course aux économies d'énergie. Est-ce qu'il arrive justement que sur des chantiers, on se lance dans cette rénovation on parle souvent d'ITE, isolation thermique extérieure, et ensuite on peut revenir dans le bâtiment, qu'on trouve finalement des matériaux, des polluants qu'on n'avait pas imaginé trouver à cet endroit-là? Très souvent, on trouve des matériaux amiantes dans la majorité de nos programmes de rénovation énergétique. Alors, souvent, c'est sur des façades ou sur les huisseries, sur des joints de fenêtres. Donc, ce n'est pas des problématiques très, très graves, mais c'est des problématiques qui peuvent remettre en question le projet parce que les coûts peuvent être démultipliés. Et surtout quand les repérages sont faits tardivement dans la chaîne de programmation des travaux. C'est-à-dire que si l'étude a été faite la conception a été faite sans risque amiante, l'attribution des lots a été faite sans risque amiante et que le repérage arrive après coup, là ça génère des surcoûts en dernière minute qui peuvent remettre en question le projet. Par contre, si c'est très anticipé, on arrive toujours à trouver des méthodes de retrait, de maintien en place, de travail sur les matériaux amiantés avec des précautions particulières, bien entendu, mais qui permettent de ne pas compromettre le projet dans son ensemble. Mais ça nécessite une étude et une anticipation de la problématique. D'accord. Et ça peut arriver que ça remette totalement en cause le projet ? Dans certains cas, oui, parce que les coûts... L'écart financier serait trop important. Oui, important. ça peut aller du simple au double selon la nature de la problématique, évidemment. Comment on fait, du coup, pour ceux qui nous regardent, qui se posent la question, pour sécuriser et optimiser cette gestion des polluants ? C'est ce que je vous disais, l'enjeu c'est l'anticipation, d'avoir l'information de la pollution du bâtiment dès la phase de conception pour réfléchir le projet en connaissance de risque. Et ça permet de faire des arbitrages, de choisir les bonnes méthodes pour ne pas compromettre le projet. Donc la clé c'est vraiment l'anticipation du projet, parfois de faire des repérages un peu plus étendus que le périmètre final des travaux, mais c'est pas très grave parce qu'au moins on n'a pas de mauvaises surprises. Oui. Et ensuite de travailler avec des conseils, des assistants à maîtrise d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre qui sont spécialisés, qui portent la compétence amiante ou des pollutions des bâtiments, qui vont pouvoir aider un architecte ou un maître d'œuvre généraliste à faire les meilleurs choix économiquement parlant. Alors on entend aussi ce fameux diagnostic PEMD. À quoi il correspond, Maëlys ? Alors aujourd'hui, le diagnostic PEMD, il est obligatoire depuis le 1er juillet. Il concerne toutes les rénovations significatives et les démolitions de bâtiments pour des projets qui sont de plus de 1000 m² de surface de plancher. Et cet objectif de diagnostic, c'est d'inventorier tous les matériaux qui pourraient être réemployés, réutilisés, recyclés dans le cadre du projet in situ. C'est le plus simple, ça serait ça, c'est je déconstruis et je réutilise un certain nombre de matériaux in situ. Et ensuite, si c'est pas possible in situ, de pouvoir le mettre sur un marché du réemploi pour des projets à proximité, pour on va dire le marché de seconde main des matériaux du bâtiment. Donc c'est tout nouveau. Oui. Ça démarre doucement. Il y avait eu quelques initiatives, le booster du réemploi, des choses comme ça, mais c'était assez anecdotique. Voilà, il y avait le diagnostic déchets qui existait, qui était là vraiment pour gérer les flux filière déchets, sans objectif de réemploi particulier, un petit peu de recyclage, mais c'était pas aussi poussé. Là aujourd'hui, c'est vraiment, on réfléchit réemploi, et encore une fois, là aussi il y a une notion d'anticipation, puisque pour concevoir avec des matériaux de réemploi, il faut savoir ce qu'on a dans notre projet à déconstruire. Donc ça doit se faire très en amont, c'est vraiment un projet de conception globale. Et aujourd'hui, donc ça débute, on a commencé la réglementation obligatoire à partir depuis le 1er juillet, ça fait 4 mois. Aujourd'hui, c'est la plateforme du CSTB qui recense les projets. Les derniers chiffres, à ma connaissance, il y a 80-90 projets qui ont été déclarés. Il y a 40 diagnostics PEMD qui ont été versés sur la plateforme du CSTB. Et un diagnostic, ça représente une vingtaine de gisements de potentiel réemploi, en moyenne, sur un projet avec des gisements significatifs. Et aujourd'hui, il n'y a que 9 gisements qui ont été déclarés sur la plateforme. Donc en fait, on est vraiment... c'est le tout début. Le tout début. Mais l'intention est bonne. On a compris qu'il fallait en amont s'y intéresser. Et puis, c'est une nouvelle façon, effectivement, de concevoir. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez epsilonesque, que les gens, malheureusement, c'est le réflexe, préfèrent encore acheter du neuf. Que ce réemploi, en plus, c'est pas forcément
moins coûteux parce qu'il y a des délais d'acheminement, etc. Voilà, donc ça va se mettre en place petit à petit. Comment on fait pour que ce soit utile, performant pour la suite, ce PEMD ? Il faut effectivement faire le diagnostic PEMD très en amont avec tous les diagnostics polluants intégrés, puisque c'est des informations importantes pour savoir si les gisements de réemploi sont souillés ou non par des pollutions amiante ou plomb. Et après, c'est un projet de conception globale. Donc effectivement, il faut le faire en amont et il faut traiter la donnée. C'est pas le tout de savoir qu'on a X tonnes, mètres cubes de matériaux qui peuvent être réemployés. Il faut concevoir les marchés de travaux, les marchés de déconstruction, mettre en place les entreprises de travaux qui vont savoir faire la déconstruction fine et potentiellement celles qui maîtrisent aussi leurs exutoires, leurs filières de récupération. Parce qu'aujourd'hui, c'est des marchés très locaux. Il faut avoir une très bonne connaissance des bassins locaux, des projets, puisque c'est de l'économie circulaire. L'idée, c'est ça, c'est vraiment travailler en local. Donc voilà, c'est un projet, il faut voir ça à l'échelle d'un territoire, des projets connexes. Donc c'est le début. Et là, la meilleure solution, c'est de s'associer aux services d'un AMO spécialisé en économie circulaire. Donc il y a certains archis ou mandataires de maîtrise d'œuvre qui ont cette compétence-là. Et sinon, ils s'attachent des compétences externes, comme on peut avoir nous sur la pollution des bâtiments ou l'économie circulaire. Et quelles sont justement les ambitions ou les besoins des maîtres d'ouvrage à ce sujet ? Aujourd'hui, c'est de connaître les filières et le marché qui se met en place. Comme je vous ai dit, c'est très récent. Donc tous les jours, il y a des nouvelles filières, des nouveaux métiers qui se créent. Enfin, c'est une énorme transformation du marché du bâtiment et des entreprises de travaux. Donc on découvre tous les jours. Ce qu'on a fait il y a un mois, probablement que dans 3 mois, on le fera différemment. Donc c'est vraiment passionnant de voir ce business model se transformer en direct quasiment tous les jours. Très bien, écoutez, voilà, on en sait un petit peu plus sur les polluants et ce qu'on peut faire aujourd'hui. On passe tout de suite aux questions. Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond. Alors justement, on y a déjà un peu répondu. Première question, c'est la filière du réemploi existe-t-elle avec des bénéfices à en tirer pour les maîtres d'ouvrage ? Point d'interrogation. Alors, certaines filières existent, sur certains matériaux, gisements. Alors, on parle plus couramment des sanitaires, enfin, des choses qui sont matériellement faciles à identifier. Après, le marché se crée, donc effectivement, il faut toute la chaîne. Il faut la chaîne de déconstruction fine, de stockage, les filières de réusage derrière, et puis les projets qui vont consommer ces matériaux de réemploi. Alors on le voit dans la vie de tous les jours, un certain nombre de grandes enseignes se sont aussi mises à l'économie circulaire et au réemploi. On peut acheter des matériels d'occasion dans les grandes enseignes du commerce. Donc il va se passer la même chose dans le bâtiment. Et puis il y a la réglementation de la responsabilité élargie des producteurs des matériaux du bâtiment qui commence à se mettre en place aussi, avec potentiellement des matériaux qui vont être récupérés à coût zéro sur les chantiers. Donc tout ça, c'est imbriqué. Il y a des nouveaux acteurs. Donc voilà, ça existe, c'est le début. Et puis il faut une vraie motivation de la maîtrise d'ouvrage pour concevoir avec du réemploi et de l'économie circulaire. Est-ce que vous avez un exemple, un retour d'expérience chez Axéo ou sur un chantier ? Alors aujourd'hui, on est plutôt en phase de projet, études, diagnostic PEMD. On travaille sur des projets qui ne sont pas encore opérationnels en termes de déconstruction. On a des marchés qui sont en attente d'enclenchement de travaux. Mais oui, c'est le début. On a quelques projets. Alors on parlait de l'économie. Ça dépend si on considère l'économie en euros ou si on considère l'économie pour l'environnement. Donc là, on va dire que c'est l'unité de mesure qui n'est pas tout à fait la même. C'est vrai. En euros, effectivement, c'est pas certain que ça coûte moins cher. Alors c'était une des questions justement, est-ce que la mise en œuvre d'une stratégie de réemploi ne coûte-t-elle pas plus cher que les bénéfices générés ? Donc il y a vous avez répondu. Les bénéfices en euros, potentiellement pas. Par contre, les bénéfices environnementaux en termes de tonnes de CO2 émises, il faut faire vraiment un bilan global de l'analyse du cycle de vie du projet. C'est ce qui est préconisé quand on fait des études en économie circulaire. Donc au global, c'est une économie. Mais financièrement parlant, c'est possible que la déconstruction, le coût des matériaux soit pas moins cher. Mais par contre, c'est pas des nouveaux matériaux qu'on fabrique, donc c'est dans tous les cas des tonnes de CO2 qu'on a économisées. Et voilà, et pour l'instant, c'est vrai qu'on les valorise pas très bien, ces tonnes de CO2, parce que elles étaient là, on s'en préoccupait peu, mais maintenant, on a effectivement le financier et puis l'extra-financier qui prend de plus en plus de place, puisqu'il y a aussi des réglementations qui se sont durcies. Voilà, il faut essayer d'embrasser ces normes RSE.
Et c'est tant mieux. Donc on a compris que les bénéfices n'étaient pas uniquement en euros, ils étaient également extra-financiers. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus. Merci Maëlys Frémont. Je rappelle que vous êtes spécialiste, directeur métier amiante pour Axéo, donc bureau d'études spécialiste de tous ces sujets. Un grand merci. On vous retrouve très prochainement sur Radio Imo. Merci, au revoir. Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.